direct social. Bonsoir très chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à vous très chers internautes. Vous êtes actuellement en direct sur X et sur Telegram dans le cadre de cette édition consacrée aux internautes face au président Bandakani. Comme vous le constatez très bien, cette émission est dédiée aux différentes préoccupations que vous avez sollicitées lors de ces dernières émissions, que nous avons pris le soin de soulever, d'analyser et de prendre dans le cadre de cette émission pour les soumettre à l'analyse du président Bandakani, qui est cet invité qui est en face de nous. Monsieur le président Bandakani, bonsoir. Bonsoir mon cher Philemon Mbok. Bonsoir votre coéquipière de cette soirée. Bonsoir à toute l'équipe qui nous accompagne. Bonsoir à mes chers internautes, à nos abonnés qui ne cessent de grandir, ce qui est un signe très encourageant. C'est quand même pour eux aussi qu'on fait tout ce qu'on fait. Et salut à nos internautes. C'est l'émission que j'aime le plus, malgré la violence, malgré la violence des personnes qui posent la question. Ben, ça fait partie du jeu, on peut faire avec, c'est pas grave. Ils sont habitués, président, dans le cadre de cette émission. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas seul, je serai accompagné de Madame Charlotte Edjengele qui va vous adresser ses civilités. Madame Edjengele, bonsoir. Bonsoir mon cher Bor Philemon. Bonsoir au président Bandakani. Bonsoir à nos multiples internautes. Nous sommes là pour vous. Cette émission est intitulée Président Bandakani face aux internautes, c'est-à-dire le président Bandakani va prendre le soin de répondre à vos multiples préoccupations recueillies sur nos multiples émissions de la semaine. Donc, nous sommes très heureux d'être à votre compagnie, surtout de retrouver notre président Bandakani. Moi aussi. Content de vous retrouver. Voilà. Merci, président Bandakani. Comme ça a été dit, monsieur le président, vous savez que cette dernière semaine, pour ne pas dire la semaine passée, un des événements majeurs a captivé les différentes plateformes médiatiques, journalistiques dans notre pays. C'était le meeting du professeur Maurice Kamto en France, plus précisément à Paris. Et lors de cette sortie, vous avez été invité à l'une des chaînes ici qu'on ne présente pas, la chaîne Canal 2, pour donner votre point de vue sur ce meeting que le professeur Maurice Kamto a eu à faire de l'autre côté du continent. Monsieur le président Bandakani, lors de cette incidence que nous avons ici décriée durant nos dernières émissions, il s'est suivi que vous avez dit à nos différents internautes qu'il y aura la suite dans notre différentes plateformes officielles, NMP. Cela dit, à la sortie, à la suite donc de cette émission, pour planter directement le décor, vous avez été taxé durant votre émission par certains détracteurs, si on peut les appeler ainsi, du MRC ou alors de cette mouvance, parce qu'il ne se cache même pas. Un a dit, monsieur le président Bandakani, vous êtes un indique, un soutien tacite et déguisé du régime Biya du RDPC. Et dans tous ces états, après ce gigantesque meeting, il dit en effet, vous êtes un acteur, vous avez peur de l'arrivée de monsieur Kamto au pouvoir, parce qu'il va vous empêcher de continuer à gagner des marchés publics et vous couper les marges que vous faisiez au cabinet civil de la présidence. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette on est toujours très surpris et désolé de voir le niveau des militants et des fans du MRC. Ça fait pitié. Ils pensent que la violence, la sauvagerie, l'inculture et la bêtise peuvent tenir lieu de démarche politique. Et ce qui est pitoyable, c'est qu'ils sont convaincus. Ils sont convaincus dans ça. Et on ne peut rien faire pour eux. Hein. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous posez une question à quelqu'un, il faut s'assurer que votre question ne vous condamne pas vous-même. C'est-à-dire quand vous posez une question, ou bien quand vous insultez quelqu'un, ou bien quand vous voulez
dénigrer quelqu'un, puisque c'est leur démarche. Il faut vous assurer que ce que vous dites ne vous condamne pas. Quand ce que vous dites vous condamne, on dit que vous êtes bête, que vous êtes idiot. Donc, depuis un bon bout de temps, ils ont réussi à faire passer le mot, comme ils se mentent eux-mêmes. D'accord. Ils se mentent eux-mêmes. Ils ont réussi à faire passer l'idée qu'il y avait c'est un meeting monstre. Bon, si un parti appelle un meeting monstre, ce type de meeting qu'on a vu à Paris, ça montre que ça vaut pas la peine. Parce qu'ils se mentent eux-mêmes. Eux-mêmes, ils savent que c'est pas un meeting monstre. On sait calculer les participants d'un meeting. Il y a des techniques rodées pour le calculer. Et la preuve, il n'y a qu'à voir le reportage qu'en a fait le média France 24 français, qui était un média au service du MRC. Le reportage de France 24 est clair. Je dis que France 24, c'est un média au service du MRC. Merci. Puisque la France a mis toute son infrastructure médiatique et numérique au service du MRC. Donc, eux, ils ont parlé de centaines de personnes. Le reportage est public. C'est pour ça que moi, je dis que non. Il ne faut pas dire gigamiti, il faut dire qu'il y avait des millions de personnes. Moi, je les aide depuis. Je dis qu'il y avait des millions de personnes. C'est pour les aider. Donc, il y a d'abord ça. Je ne sais pas. Gigamiti. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Président Mandakani, on va regarder. Attendez, j'arrive, je vous en prie. Alors, deuxième chose, ça c'est rien. Maintenant, prenons maintenant le fond de son propos. Je marche au cabinet civil, je gagne les marchés publics. au cabinet civil. Bon, quand vous gagnez les marchés au cabinet civil, il n'y a pas de traces. Si, président. Je suppose qu'il les a. Il faut qu'il présente. Bon, on sait qu'ils sont des lâches, ils font les choses comme ça parce qu'ils peuvent pas se présenter pour le montrer. Mais supposons qu'ils disent même vrai. Le président, comme toi, a gagné les marchés officiellement. Sa structure a gagné les marchés officiellement de l'État. Je dis officiellement. Parce que moi, ce qu'il raconte là, ce sont des histoires que bon, ça fait rire tout homme sérieux parce que bon, on se lève un matin pour aller gagner les marchés. Bon, quand lui, il était ministre délégué, et il a fait ce qu'on appelle le délit d'initié, il a gagné les marchés. Les marchés offerts par le ministère même dans lequel il officiait comme ministre délégué. Si. Bon. Donc, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. C'est-à-dire, quand tu as gagné les marchés, si donc gagner des marchés au cabinet civil fait de moins indique, combien de fois dans le cas de Camto, ministre délégué, qui a gagné des marchés, dont même reconnaît qu'effectivement il les a gagnés dans le cadre de sa structure. Même comme il est très malin, il croit tout qu'il est intelligent que les autres, il a fait croire que non, il n'était pas là, il était hors du pays, et que bon, depuis longtemps, il ne gère plus. Il était PCA. Il n'a jamais, il était PCA de sa structure. Donc, le PCA, c'est le patron de la structure. Si. Donc, voilà. Donc, si gagne dans des marchés au cabinet civil, fait de moins indiques, comme lui, c'est le premier des indiques. Et voilà pourquoi je dis qu'ils sont bêtes. C'est une malédiction qui les poursuit. Ils sont très bêtes. Ça ne sert à rien d'attaquer le président Badakani. Plus vous allez le faire, plus vous allez vous ridiculiser. Vous ridiculisez parce que la première personne qui condamne le MSC, c'est son président. La première personne qui condamne le MSC, c'est M. Kamto, parce que le discours du MSC est ceci. Tous ceux qui traitent avec Paul Biya sont des démons. Tous ceux qui ont de près ou de loin surfé dans le régime sont des démons. Tous ceux qui de près ou de loin ont eu à dire seulement bonjour à Paul Biya sont des démons. Malheureusement, leur leader est le prototype même de ce profil. Comment j'ai une telle contradiction? C'est la bêtise. Il faut qu'ils changent leur discours dur. On ne peut pas le faire parce que, s'ils le font, ils ne peuvent plus rien dire à la politique. Et en même temps, le discours dur qu'ils ont choisi, l'ADN de leur démarche idéologique et stratégique, c'est l'anti-biaisme primaire. C'est de diaboliser le président Biya et tous ceux que, d'après eux, ils associent de près ou de loin au président Biya. Or, un des plus grands associés du président Biya au Cameroun s'appelle Maurice Kamto. Comment on dit chez nous? Biya Boya alors, on fait comment? Président Mandakani, attendez, on fait comment? Vous réglez ça comment? Avec un autre militant de ce parti qui a qualifié votre analyse de cranquetude politique parce que vous avez
indiqué que c'est la France qui a sécurisé le meeting du président du MRC à Paris. Et il indique que ce meeting était privé, dont la sécurité n'était pas assurée par l'État français. Président Balakani, quelles sont les précisions que vous apportez à cette dit par rapport à la sécurisation du meeting de Paris? Je vais vous rassurer, hein. On a le temps. C'est le NMP qui fait ça. Le NMP est patron de cette ambition. On a le temps. Quand je suis en train d'expliquer la contradiction fondamentale du NMP, je vous prie de ne pas me couper. Parce que nous avons l'occasion de démontrer au monde entier, chaque fois qu'on a l'occasion, qu'on a affaire à des malades mentaux. C'est pas une injure. Vous ne pouvez pas être un parti, vous tirez les balles vous-même chaque jour. Je répète encore. Quelqu'un vous dit que je gagne les marchés au cabinet civil. Ok. Il a même raison, je gagne les marchés au cabinet civil. Et il dit donc que bon, à partir du moment où on gagne les marchés au cabinet civil, on est un indique. Si. C'est moi qui dis, c'est pas lui. Bon, on est un indique. Ok, d'accord. Je dis, ok, d'accord. C'est vrai pour moi. Comme être indique, c'est mauvais au Cameroun, c'est le crime des crimes. Donc, moi, il faut qu'on me tue. J'ai donc peur de l'arrivée de Kamto au pouvoir. Il va couper ces marchés-là. Mais avant qu'il n'arrive au pouvoir, parce qu'il va arriver au pouvoir, les fictions là, on peut rêver. Si. Bon, mais avant qu'il n'y arrive, Kamto a gagné les marchés de l'État du Cameroun en tant que ministre délégué. Sa structure privée a gagné les marchés. Bon, si le fait, vous devenez un indique, ce monsieur lui-même est en train de dire que le plus grand indique du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Et c'est la logique est facile à comprendre, ceux qui nous écoutent. Non, président, c'est logique. Et c'est pas logique. Donc, voilà un parti qui a donc un problème. Son ADN, tout son discours est axé sur la diabolisation du régime du président Biya. C'est ce que j'appelle l'anti-biaïsme primaire, le plus réactionnaire. Parce que même entre l'anti-biaïsme primaire, il y a les degrés. Le degré du MSC est le plus réactionnaire parce qu'il est violent, hystérique. Mais si on veut détester le président Biya et son régime, mais on ne peut pas aimer Kamto. C'est Kamto est l'un des figures tutélaires de ce régime. Il a passé 7 ans au gouvernement et il est l'enfant de Paul Biya. Paul Biya a tout donné à Kamto. C'est Paul Biya qui a fabriqué Kamto, qui lui a tout donné, qui l'a nourri lui et sa femme. C'est un fait. Mais moi, j'ai jamais été fonctionnaire. Hein. Et il ne fait pas qu'il y a des fonctionnaires indiques. Comme tu es fonctionnaire, toute sa carrière, c'est le régime Biya qui l'a fait. Toute sa carrière internationale, c'est Paul Biya qui l'a fait. La carrière de son épouse, c'est sous l'ombre du président Biya qu'elle a fait sa carrière. Donc, si on n'est pas maudit et bête, on ne soulève pas des questions qui vont plutôt déteindre sur votre leader. Ils sont bêtes. Maintenant, pour revenir au cas de M. Gérard Puissy, qui est un ami, hein. Contrairement à eux, moi, je ne lâche pas mes amis. Gérard Puissy et moi, on se connaît très bien. J'ai lu sa sortie, où il m'a traité de cancre politique, bien qu'il reconnaisse que je suis un grand panafricaniste. Alors, quel est son argument? C'est que c'est la France ne peut pas avoir sécurisé le meeting du président national du MSC à Paris, parce que c'était un meeting privé. Voilà. Même chose. Vous insultez des gens très vite, vous donnez les qualificatifs aux gens. Cancrétude. Bon, maintenant qu'on va démontrer que c'est pas le cancre, tu vas faire comment? C'est incroyable. Il faut que nous insistions sur le profil mental des membres du MRC. Et je vous ai dit qu'ils ressemblent à leur leader. Ils ressemblent à leur leader. Ne séparez pas les membres du MRC et leur leader. Ils ressemblent vraiment à leur leader. Parce que M. Kamto est très hypocrite. Il est perfide. Je l'ai déjà dit. J'ai rien à lui dire. Si, président. Voilà, donc, alors, mon cher ami Gérard Puissy, pour réaliser un métier en France, il faut obtenir l'autorisation. On commence par les choses élémentaires. Si vous n'avez pas l'autorisation, vous ne faites pas le meeting. Et quand on dit autorisation, l'État français a l'obligation de sécuriser le meeting. Pas parce que c'est privé ou pas. Ça devient une question d'ordre public. Parce qu'un meeting politique a beau être privé, il peut dégénérer pour une ou plusieurs raisons. Donc, l'État français sécurise le meeting, pas parce que le MSA a demandé, parce que ça devient une affaire d'ordre public. Deuxième chose, je prends des éléments factuels élémentaires. Deuxième chose, monsieur, après le meeting, vous allez observer que quelques minutes après le meeting, la police française est arrivée sur le lieu pour déguerpir ceux des participants
qui voulaient rester là. Quand vous outrepassez le temps. Outrepasser le temps. Ici. Ça veut dire quoi? Voilà encore le preuve que le meeting était sécurisé. C'est parce qu'un meeting est privé qui n'est pas sécurisé. Tous spécialistes de questions sécuritaires montrent que les individus français ont protégé ce meeting. D'abord pour les raisons qu'ils viennent de donner. Et dans ce cas d'espèce, ils ne sont pas obligés de porter les tenues. Mais la sécurité personnelle de Camto était assurée par la France à partir des mercenaires blancs qui étaient autour de lui. Mais, mon cher Kussi, il ne faut pas pousser les gens à aller plus loin, même quand on n'est pas mis dans les lois. Monsieur Camto, son métier a été sécurisé par l'État français. Le plus grand argument, j'ai eu à le dire, c'est le propos de Camto lui-même. Monsieur Camto, d'emblée, d'entame, a tenu à remercier l'État français pour l'accueil qu'on lui a réservé. Il aurait pu remercier sa diaspora qu'il est venu regarder, remercier les organisateurs du meeting, dire que je vous remercie pour les commissions qui ont travaillé pour que le meeting soit sécurisé. Il n'a pas fait. Il a plutôt remercié l'État français, transférant au bénéfice de l'État français les efforts supposés même de ces militants qui ont organisé le meeting. Comme Tolio m'a dit, réponds à mon ami Gérard Kussi. Et même sa sécurité privée, il n'a même pas fait allusion à ça. Non, je vous dis que mon ami Gérard Kussi ne peut pas être plus royaliste que le roi. De ce point de vue, qui est alors cancre? Qui est cancre? Chacun tire les conséquences. Je ne m'abaisserai pas à retourner contre lui l'insulte qu'il a fait sur ma personne. Parce que c'est un ami. Président Bandakani, avant de passer à la question de l'autre internaute, on va rappeler les éléments que vous avez ici mis à sa disposition. Vous avez dit que c'est l'État, il a tenu à l'entame de son discours à remercier l'État français qui lui a assuré un accueil chaleureux. Vous avez indiqué que après le meeting, c'est la police nationale française qui est venue déguerpir les lieux. Et vous avez indiqué que ce sont les mercenaires blancs qui ont assuré sa sécurité privée. Nous allons prendre la question de cet anonyme. Il a tenu à rester anonyme. Il dit, Monsieur Bandakani, le président, le professeur, autant pour moi, Camto, a organisé des meetings aux États-Unis et au Canada, pour ne citer que ces deux pays. Pourquoi, en ce moment-là, vous n'avez pas dénoncé avec autant de vigueur ces meetings, alors que vous vous acharnez sur le meeting de Paris? Pour la simple raison que je fais que réagir à la centralité stratégique que le MRC a donnée à ces meetings. Mon cher ami, c'est pas de ma faute. Allez vous en prendre aux gens du MRC. Vous en prenez. Moi, je ne fais que réagir. C'est eux-mêmes qui ont dit que c'est le plus grand meeting du siècle. Est-ce qu'ils font autant de pub? Est-ce qu'ils rendent centraux les soi-disant meetings que le professeur Camto organisé au Canada et ailleurs? Attention, il ne faut pas confondre meeting et réunion dans une salle. Et président Badakani, est-ce qu'il s'agit même de cette année? Non, vous avez raison, mais je dis qu'on ne confond pas un meeting public, d'abord, et les réunions dans une salle. Allez rencontrer les gens dans une salle. Vous pouvez appeler ça meeting si vous voulez, mais c'est différent d'un meeting public. Deuxièmement, le MSC a dit que c'est le plus grand meeting du siècle. C'est la démonstration de force. C'est le meeting de la dernière chance. C'est-à-dire que le monde va s'arrêter après ce meeting. Voilà. Très bien. Donc, c'est eux-mêmes qui ont fait de ce meeting l'enjeu central de l'existence du MRC. Je ne fais que répondre à ça. Voilà. Merci, Président, pour ces éclaircies. Nous allons continuer avec la question d'un autre anonyme. C'est vrai qu'il est un peu long, je vais essayer de le citer. Il dit, dans une publication récente, Monsieur Benjamin Zébazé déclare, en 1990, j'ai travaillé avec des milliers de Camerounais de toutes mes forces pour la mise en place de l'union de l'opposition avec un candidat unique face à Paul Biya lors de la première élection présidentielle avec candidature multiple. Nous avons échoué partiellement puisqu'à l'arrivée, les voix de Dame Joya, de Bello Bouba, de Kindi ont fait défaut. Aujourd'hui, je ne perdrai pas une seule seconde pour encourager le candidat Maurice Kamto, que je soutiens aujourd'hui, comme j'ai soutenu Fundi hier, à aller dans ce sens. Vous voulez mettre Maurice Kamto au niveau de tels individus. Qu'on soit d'accord ou pas, notre classe politique est extrêmement pauvre. Elle est surtout composée de personnages douteux à qui on ne peut faire confiance. Kamto doit par conséquent chercher sa voie en solo. Monsieur le Président, ce dernier qualifie de clochard les politiciens camerounais. Partagez-vous ce regard sur la classe politique camerounaise? Je connais très bien monsieur Zébazé, Benjamin Zébazé, je le connais. C'est quelqu'un qui a fait le bonheur de la presse dite de l'opposition dans les années 90. Je le connais très bien.
je connais son alignement politique, je connais quels sont les lobbies ethno-financiers qui l'ont encadré. Je connais très bien. Évidemment, le mépris qu'il a à l'égard des hommes politiques correspond à l'ignorance qu'il manifeste de la réalité d'un parcours politique, d'un engagement politique. Pourquoi? D'abord, qualifier les hommes politiques camerounais d'extrêmement pauvres et de médiocres, et même de clochards, c'est la négation même de la science politique, dans le sens où les démarches politiques participent d'une rationalité qui ne dépendent pas des humains ou bien des qualifications que peuvent donner aux hommes politiques des messieurs comme Benjamin Zebazé. C'est comme si quelqu'un qui n'est pas journaliste, au-delà de son opinion, voudrait décerner des brevets de bons, mauvais journalistes à un professionnel comme lui. Il va se fâcher, il va te mettre à ta place, comme il sait bien le faire. Mais il peut se permettre de faire ça aux hommes politiques, parce que pourquoi on ne soutient pas son enfant, son champion. Donc, du point de vue de la science politique, M. Zebazé montre qu'il est ignorant. La politique, en dernière instance, c'est une démarche idéologique, certes, mais qui est sous-bassée par des intérêts matériels clairs, des intérêts de classe, des intérêts sociologiques clairement identifiés. Un homme politique, quand il se déploie en fonction des intérêts de classe qu'il défend, ou des intérêts d'alliance de classe qu'il défend. Dans le cas de classe, on ne peut pas dire qu'un politicien est médiocre parce que il ne défend pas les mêmes intérêts de classe que vous. Monsieur Benjamin Zebazé défend les mêmes intérêts de classe au sens primaire du mot que M. Kanto. Pourquoi veut-il qu'un homme politique comme Anissé Kanye, qui n'est pas qui ne participe pas de ces intérêts de classe, fonctionne comme M. Kanto? Ça, c'est un. Donc, du point de vue de la science politique, M. Benjamin Zebazé déraille. Il fait un amalgame comme ils savent le faire pour justement embrouiller la scène politique et plébisciter leur champion, M. Kanto. Ça, c'est un. Deuxièmement, mais si tous les hommes politiques sont pauvres, ils sont des clochards, mais Kanto en a un. Kanto ne tue pas un homme politique. Si. Mais alors, bon, qu'est-ce qui le distingue des autres hommes politiques? C'est là où vous allez voir l'imposture. L'imposture qu'il y a autour du bruit qu'il y a fait autour de M. Kanto, l'imposture qui se répand et qui veut généraliser l'ignorance afin que les lobbies qui portent Kanto pêchent en eau trouble, consiste à dire sans le dire que, comme Kanto est supposé être le plus grand juriste de l'histoire de l'humanité, il est d'office un excellent politicien. C'est-à-dire qu'il n'est pas un grand politicien parce qu'il l'a fait, par ses allégeances idéologiques, par ses allégeances au niveau des intérêts, par ses appartenances ésotériques, etc. Non, il est un grand homme politique, il est le meilleur homme politique parce qu'il est professeur, il est un grand juriste. C'est ça l'amalgame. Il n'est pas démontré, et il n'est pas démontrable qu'en politique, un grand professeur d'université est forcément un brillant politicien. C'est pas démontré. Voilà pourquoi au Cameroun, les partisans de Kanto, quand vous parlez politique, ils vous ramènent toujours le professorat en face. Vous critiquez Kanto, on vous dit, on ne peut pas serrer sa chaussure, il est le plus grand juriste du soleil de la terre. Démontrant par là que on est en face d'une grande imposture. On doit analyser la posture, les options stratégiques, les appartenances idéologiques et ésotériques, la manière dont Kanto s'est constitué au plan politique pour savoir si on le suit ou pas. Ce n'est pas le cas pour M. Kanto. Il faut le suivre parce que on adore un gourou. On adore le plus brillant de l'histoire de l'humanité. Mais c'est de la folie. C'est ça la demande de M. Zebazé. Le même Benjamin Zebazé, quand il s'agit de taux, c'est-à-dire qu'il dénonce le gouroutisme. Il dénonce comment les partisans de taux ne réfléchissent pas. Que quand on pose des problèmes rationnels, eux, ils sont dans l'irrationnel, la folie, la possession. Comment ce qui est vrai pour Samuel Eto'o n'est pas vrai pour Kanto? Benjamin Zebazé sur la question de soutien à M. Kanto n'est pas sérieux. Il n'a pas de leçon à donner à M. Anissé Kanye et des autres. Kanto ne vaut pas Anissé Kanye sur le plan politique. Il ne faut pas apprendre les histoires. Kanto ne vaut pas Anissé Kanye sur le plan politique. Ce qu'Anissé Kanye a fait pour ce pays, malgré ce qu'on reproche à Anissé Kanye, Kanto ne l'a pas fait. En termes d'engagement politique, en termes de patriotisme, Kanto ne l'a pas fait. Mais comme
la démarche consiste à discréditer les autres. Si. Parce que parce que Kamto, on l'a placé sur un piédestal où la critique ne doit pas l'atteindre, on peut donc détruire tout le monde. Parce qu'on contrôle les médias. Parce que la France est avec nous. On a donc su que l'appareil médiatique et numérique qui est mis au service de Kamto fait le reste. C'est incroyable. Mais comment on peut dire qu'Alissé Kane, lui, n'est pas sérieux, il est douteux. Et Kamto, lui, n'est pas douteux. Mais comme quand travaille 7 ans au gouvernement, Alissé Kane n'a jamais été ministre de Biya. Dites n'importe quoi, Alissé Kane, il n'a jamais été ministre de Paul Biya. Comme il a été ministre de Paul Biya 7 ans, je ne parle pas du fait que c'est Paul Biya qui a fabriqué Kamto. La carrière de Kamto sur le plan national, international, c'est l'œuvre directe du président Paul Biya. Et celle de son épouse. Mais par quel genre de miracle on nous fait croire que Kamto a ce parcours parce qu'il est très compétent. Mais quand vous parlez de grands juristes au Cameroun, le Cameroun en a tellement comme ça tellement à l'étranger et ici. Tellement. Mais quand c'est d'autres qui ont le moindre rapport avec le régime Biya, ce sont des indiques, ce sont des mendiants, ils ont faim. Ça peut continuer comme ça. On ne peut pas laisser prospérer une telle posture. Et qui se le disent, hein, créer même, il a dit que, allez prendre tous les réseaux sociaux du monde entier, inciter les gens, ça ne passera pas au Cameroun. Vous ne passerez pas. Ça ne passera pas, ce terrorisme-là, ça ne passera pas au Cameroun. On va laisser prospérer ça. Parce que, du point de vue de leur logique, le plus grand traître du Cameroun, c'est M. Kamto. C'est lui. De par sa légende nationale et internationale, c'est le plus grand, et c'est ce qu'il est. Donc, M. Benjamin Zibadé va balayer devant sa porte avant de donner leçon aux hommes politiques camerounais en général, et particulièrement M. Anissé Kane. Président Bandakani, nous allons continuer sur cette édition de Face aux internautes. Nous allons prendre la question de M. Abdelaziz Moundé Dimbam, qui se présente comme un citoyen africain du Cameroun et qui a jugé opportun de réagir à votre sortie sur l'analyse du meeting de Paris du président Maurice Kamto. Elle est un peu longue, mais nous allons prendre soin de la citer ici. Il dit, qui a dit que le panafricanisme dont Paris a été l'un des cœurs battants ne s'exerçait qu'à Tiko, Douala, Ebolova, Dakar, Tumbuktu, Bobo Dioulasso, qui, oui, Paris est la ville ayant abrité le premier congrès panafricain en 1919 à l'hôtel intercontinental, à l'initiative de l'Africain-Américain Webb Dubois. Le premier congrès des écrivains et artistes noirs en 1956 à l'amphithéâtre Descartes de la Sorbonne, dont l'affiche fut réalisée par Pablo Picasso. La première maison d'édition sur l'Afrique et sa diaspora fondée par Alioune Diop et son épouse Christine en 1949 à la rue des Écoles. La publication du premier article de la Renaissance africaine en 1948 dans la revue Alerte sous les tropiques par un certain Cheikh Anta Diop, auteur plus tard des Nations nègres et culture, œuvre retentissante sur l'antériorité négro-africaine de la civilisation matricielle de l'Égypte antique à Kama. Oui, nous, Africains de France, autant pour moi, dans ma modeste personne, nous avons mené des combats pour l'honneur, la valeur et la libération de l'Afrique ici en France. Des batailles de sens pour la restitution des œuvres volées à l'Afrique. Le retrait des bases militaires françaises en Afrique. Oui, ici à Paris, nous y avons et nous continuons à y donner de la voix quand d'autres font des contorsions pour tresser des couronnes de panafricanisme à des chefs d'État qui attestent de leur statut de meilleurs élèves ou qui viennent rendre compte à l'Élysée. Non, ayant préparé de main de maître, liés comme des ongles et doigts dans une équipe soudée, le grand meeting de Paris, nous ne laisserons personne tonner ou positionner sur les plateaux que Maurice Kamto est un agent de l'étranger. Par le seul fait d'être venu à Paris rencontrer ses frères et sœurs de la diaspora. Vous n'êtes ni les cautions, ni les détenteurs exclusifs, ni les ayants droit sacrés, ni les cordons d'oligopole ou de monopole de l'âme africaine, de la défense de la souveraineté de nos pays ou de l'absorption du panafricanisme. À Paris, nous accueillons et accueillerons en mettant les petits plats dans les grands
ceux qui proposent une voix, tel Maurice Kamto pour le Cameroun. Président Bandakani, voici ici les propos de ce militant, entre guillemets, du MRC. Quelle est votre réaction, président, à ces propos? Je voudrais d'abord saluer mon ami Abdelaziz Moundé. Il me rappelle les souvenirs d'un journalisme qui a fait les beaux jours, pas les seuls beaux jours, les beaux jours de la presse camerounaise dite d'opposition lui aussi. Je crois qu'à l'époque, il officiait à mutation. Je salue parce que, en lieu et place d'insultes, même s'il y a quelques dérapages, on trouve une démarche qui essaie de mettre en avant l'argumentation. Je salue ça. Mais je n'oublie pas les liens qu'il lie M. Abdelaziz Moundé à M. Kamto. Parce que le groupe mutation de l'époque, c'était créé par qui? Kamto, Mongo Betty et un certain Prota Ayama. Vous ne pouvez pas dire plus. Donc, je connais les liens qui les lient. Moi, je comprends très bien aujourd'hui son engagement aux côtés de M. Kamto. Mais il a le droit. Il a le droit de défendre Kamto. Allons donc voir dans les arguments que notre ami a mobilisés avec beaucoup de confort. D'abord, premièrement, les événements qu'il cite, en commençant par les congrès panafricains qui ont eu lieu à Paris, à l'hôtel intercontinental, n'ont rien à voir avec un meeting. C'était des conférences. C'était des conférences. C'était pas des meetings politiques. Donc, mon cher Moundé, il y a une grande différence entre un meeting politique et une conférence qui réunit beaucoup d'intellectuels militants. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, le but de cette conférence n'était pas de faire la promotion de la France, mais de défendre l'Afrique, de dénoncer le colonialisme et de militer pour les indépendances. Ce n'est pas le cas de M. Kamto. M. Kamto, c'est un agent de l'étranger, M. Moundé. Ce n'est pas en citant ce que vous faites là que vous allez dissimuler ça. Il y a des faits concrets que vous connaissez, vous avez refusé. Kamto est protégé par la France. Les militants du MSC ont la protection officielle de l'État français en tant que réfugiés. Ils ne sont pas des réfugiés. Puisque le parti n'est pas d'ici au Cameroun. Le parti n'est pas d'ici au Cameroun. Donc, ils ne sont pas des réfugiés. Ils ont voyagé tranquillement, ils sont installés en France. On leur a donné un statut de réfugié, on les protège. Alors, le MSC est protégé par l'État français. M. Kamto est dans les structures stratégiques, n'est-ce pas, de l'État français et des réseaux france-africains. Le cabinet d'avocats, l'ISIAS, ce n'est pas un cabinet panafricaniste, c'est un cabinet de négriers, d'ennemis du continent africain qui ont soutenu la déportation de M. Gbagbo et son enfermement à la CPI. Pour ne prendre que ce cas-là. Donc, les M. Webb Dubois et consorts n'étaient pas des agents des services français, comme le sont les militants du MSC en France, qui bénéficient d'une proximité extraordinaire avec le président français et qui sont dans les officines du Quai d'Orsay et des structures et des cellules françaises créées par M. Macron pour détruire les États de l'AES et renouveler la France-Afrique pour y préparer un néo-panafricanisme néocolonial français. Ce n'était pas le rôle de Webb Dubois, mon cher ami. Non. C'était des conférences panafricaines, ce n'était pas des meetings politiques. Deuxièmement, les Webb Dubois et tout ça dénonçaient l'impérialisme, dénonçaient le colonialisme et militaient pour l'indépendance. Ce n'est pas le cas de M. Kamto. Puisque dans votre brillant meeting, si bien organisé, M. Kamto n'a apporté aucun soutien réel aux États de l'AES qui sont menacés de destruction par la France. Au moment où un des chefs d'État, le général Tchani, exposait à la face du monde, en même temps que M. tenait son meeting, à la face du monde, les complots répétés de la France pour détruire son pays et les États de l'Est, pour ne citer que ça. Donc, mon cher Moundé, pas de diversion. Pas de diversion. Non, 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 non. Nous n'avons jamais revendiqué le monopole du panafricanisme. Nous le disons tous les jours. Mais vous n'allez pas aussi faire croire que vous étiez là quand ça a commencé. Quand nous avons commencé le combat, vous étiez parmi ceux qui nous insultaient. Vous nous insultiez, mon cher Moundé. Quand vous ne vous taisiez pas et attendez qu'on nous tue tous,
Maintenant, la moisson a porté. La question de la restitution des biens volés à l'Afrique, des trésors artificiels volés à l'Afrique, mais c'est la conséquence directe de notre travail, mais qui a voulu être détourné par M. Hachin Bembe et M. Macron, c'est pas, pour manipuler les Africains. Parce que, osez même parler de ça, mon cher Abdelhadi, c'est une honte, parce que, c'est qu'elle appelle ça, vous volez les biens des gens, vous venez leur remettre ça, et vous dessinez l'agenda de remise, et ces articulations, vous-même. C'est vous qui décidez de ça, vous voulez faire de ça un événement? Non. Monsieur Macron, les Web du Bois ne prenaient pas à leur compte la politique des impérialistes et des chefs d'État colonialistes. Non. Vous êtes en train de magnifier vous-même, au nom de votre prétendu panafricanisme, la politique de M. Macron visant à travers la soi-disant institution de biens volés aux Africains, voulant blanchir la nouvelle politique impérialiste de la France sur le continent africain. Donc, mon cher Moundé, vraiment, c'est-à-dire que, je suis désolé, hein, les faits sont têtus, et vous n'allez jamais donner une couleur panafricaniste au braquage en plein jour de M. Camto, sur les questions panafricanistes, vous ne parlez que de ça. Si. Donc, tout ce que vous avez donc dit, soi-disant pour vouloir donc, donner à M. Camto, une espèce donner à votre meeting une espèce de grand événement panafricaniste, condamne plutôt M. Camto. Puisque quand on démonte, on voit que vous êtes en train de mentir. Vous donnez l'autre sens aux événements historiques qui ont eu lieu et qui n'avaient rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. Président Bandakani, il a dit que vous avez qualifié le professeur Maurice Kamto d'agent de l'étranger sur le simple fait qu'il ait organisé un meeting à Paris. Non, c'est pas vrai. Nous avons démontré en quoi il était un agent étranger. On a démontré. Mais le meeting de M. Kamto à Paris, c'est pas le seul événement que les Africains organisent en France. Il y a des meetings tous les jours que les Africains font en France. Avec les multiples revendications. Jamais nous n'avons qualifié ces meetings-là d'être des meetings manipulés par la France. Jamais. Faut pas qu'il fasse de l'amalgame. Est-ce que vous pouvez... Attendez. Ce n'est pas le premier meeting que M. Kamto fait à Paris. Tout à l'heure, j'y reviendrai à la fin. Donc, M. Kamto, c'est un agent de l'étranger. Parce que son discours durant ce meeting était quoi? C'était quel discours? Un homme politique sérieux, je me répète, ne peut pas aller à l'étranger faire le procès de son pays. J'ai dit, aucun homme politique sérieux, vous ne voulez pas un homme politique sérieux le faire. Allez à l'étranger, de surcroît, c'est l'ancienne puissance coloniale, qui n'est jamais partie, en passant, faire le procès de votre pays. Vous n'allez pas à l'étranger menacer le peuple camerounais en disant que si je ne gagne pas l'élection en 2025, en vous cachant derrière le mot changement, vous en serez responsable. Vous n'allez pas à l'étranger dire que, comme chez moi, je fais pas les meetings, je suis dans la terre de la liberté. On me laisse faire le meeting. Pendant que, vous savez très bien que ce pays-là n'est pas la terre de la liberté. Il ne peut pas être la terre de la liberté au regard de son histoire et de son actualité. À savoir, la guerre que la France fait au pays de l'AES. Pour ne parler que de ces pays-là. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas un agent de la France lorsque vous avez passé le temps à combattre le panafricanisme. Ça, si on va bien. Un des pires ennemis du combat panafricaniste, ça a été M. Kamto, qui sans arrêt, de manière continue, a attaqué les panafricanistes sans s'arrêter. Et est venu après les diviser en 2018. Vous ne parler que de ça. Bon, depuis quand il a fait la conversion. Plus grave. Vous venez en France, vous demandez aux gens de soutenir le Sénégal. Alors que le général Tchani vous dit que le Sénégal est dans le jeu avec la France pour détruire les États de l'AES. Ça s'appelle une confusion savamment organisée pour tromper les naïfs et s'aimer de la confusion. Vous ne pouvez pas venir en France faire comme si vous ne savez pas que vos militants, pour la plupart, sont des agents de la France au regard de leur proximité avec M. Macron, qui traite des questions diplomatiques de cette relation liant le Cameroun à la France, avec ces gens-là, sur le chemin qui le conduit, alors qu'il est en train d'arpenter, n'est-ce pas, les routes du salon de l'agriculture. Quand on ne sait pas les relations qu'il y a entre le Quai d'Orsay, les cellules que M. Macron a créées, là, pour casser l'AES, il ne sait pas que ses militants font des réunions avec ces gens-là.
Il le sait. Donc, présenter dans un meeting à Paris comme étant la démonstration de force, le meeting du siècle, etc. Mais attends, il n'y a pas meilleure façon de démontrer que vous voulez faire de la France le centre de la révolution africaine. C'est impossible, la France ne le sera jamais. La France est le centre de la déstabilisation de l'Afrique. Aucun leader, je peux encore, aucun leader sérieux ne peut pas faire de la France le point de départ d'une révolution en Afrique digne de son nom. C'est impossible. Donc, c'est un agent de l'étranger. Il est de facto comme de jure. Il est de facto comme de jure, agent de l'étranger. Et je pèse mes mots, hein. Je pèse mes mots. C'est-à-dire, il travaille pour la promotion de la puissance française. Merci, Monsieur le Président. Une fois de plus, le château de sable ne fait que s'effondrer et ça va continuer de s'effondrer davantage. Nous allons poursuivre avec cette question d'un autre internaute. C'est un anonyme, il dit, Monsieur le Président Bandakani, certaines voix médiatiques se prononçant sur la dynamique électoraliste en cours au Cameroun indiquent que, dans un pays où le vote est communautariste, le professeur Maurice Kamto doit assumer sa démarche visant à articuler l'unité politique autour de l'unité ethnique, sans avoir honte, car telle est pour lui la meilleure stratégie électorale. Monsieur le Président, nous assistons ici visiblement à une tribalisation décomplexée du jeu politique et de la dynamique électoraliste. Quelles sont les menaces associées à une telle démarche politique? C'est la guerre civile et l'éclatement du pays. J'ai appelé ça, c'est l'ivoirisation. C'est la même dynamique que la France a mis en œuvre en Côte d'Ivoire, la même logique que l'Union européenne, bref, la communauté internationale autoproclamée, a mis en œuvre en Côte d'Ivoire pour détruire ce pays. Et chaque Africain voit les conséquences, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tout le continent africain. Il faut être donc un criminel en puissance pour conseiller ce type de stratégie. Mais ce n'est pas seulement un conseil, puisque c'est aussi un aveu. Puisque les mêmes milieux ont longtemps nié que non, on n'était pas dans une démarche géo-ethnique. Mais là maintenant, ils commencent à avouer. Mais pourquoi on avoue? Pourquoi on avoue? On avoue parce que, dès le départ, la démarche de M. Kamto, ça a été de s'auto-proclamer comme étant le chef de l'opposition au Cameroun. C'est-à-dire parce que, déjà adoubé comme tel par les Occidentaux, ils trouvaient que c'était un scandale qu'au Cameroun. Quelqu'un ose même contester son statut de leader naturel de l'opposition camerounaise. Ça part de là. Mais comme je vous dis, sur le plan stratégique, au Cameroun aujourd'hui, les conditions qui ont prévalu en 90 ne sont pas les mêmes, à savoir une forte mobilisation populaire articulée sur la détérioration des conditions de vie des Camerounais et la poussée des revendications démocratiques sur le continent. On est obligé de valoriser le socle communautaire, le socle géo-communautaire, qui sert de levier. D'abord, on a su le contrôle sur la dynamique géo-ethnique communautaire. On a su le contrôle dessus pour aller s'imposer devant les autres communautés dans un arbitrage mené par les parrains étrangers. C'est ça la dynamique. Quand vous regardez Ouattara en Côte d'Ivoire, c'était la même chose. C'était la même chose. Alors, je vous ai dit, tout à l'heure en parlant de sa nature d'agent de l'étranger, Wikileaks nous dit que les Occidentaux avaient décidé de faire de M. Kamto notre Barack Obama. C'est qui dans Wikileaks, je pense que les gens s'informent. Hein. C'est qui dit la République. Les gens qui s'informent comprennent de quoi je parle. Donc, à partir du moment où les Occidentaux font de vous un Barack Obama, ça veut dire que ils vous ont inscrit, puisque quand les Occidentaux vous choisissent, c'est pas vous qui vous choisissez, ils vous choisissent. Et vous êtes leur objet totémique. Ils vous dépersonnalisent, on vous impose un chemin, vous suivez. Vous êtes même moins qu'un pion. Et Kamto l'est, c'est ce qu'il est. Puisqu'ils ont dit, c'est notre Barack Obama. Donc, quelle est la stratégie des Occidentaux partout où ils se trouvent? C'est la division communautaire, religieuse. Pour d'abord imposer le chaos, surfer sur le chaos, et placer le clan au pouvoir, engager une reconstruction post-crise qui consiste à vendre le pays pour toujours à l'Occident. Je prends encore l'exemple de la Côte d'Ivoire. Pour ne parler seulement de la Côte d'Ivoire, on peut parler de la Centrafrique, du Centrafrique. On peut parler du Burkina, du Mali, du Tchad, partout, c'est la même démarche. Même en Europe, ils font pareil. Hein.
Toute l'histoire des Balkans, c'est ça. L'Irak, c'est ça. La Syrie, c'est ça. Même l'Ukraine aussi. L'Ukraine, c'est ça, il fonctionne comme ça. Donc, c'est pas l'information. Donc, le retour au premier plan de ce discours au Cameroun montre seulement une seule chose. M. Kamto, c'est un agent de l'étranger qui, pour prendre le pouvoir, va se faire sur le même méthode qui a été vu ailleurs. C'est pour ça que c'est inacceptable pour le Cameroun. Voilà. Président Bandakani, nous allons continuer avec les questions des internautes. Il y a Madame Isabelle Caroline qui dit « Bonjour Président Bandakani, pourquoi est-ce que vous forcez avec autant d'obstination la casquette de panafricaniste sur la tête du président Paul Biya ?» Comment? Elle dit, je vais répéter Président, elle dit « Bonjour Président Bandakani, pourquoi est-ce que vous forcez avec autant d'obstination la casquette de panafricaniste sur la tête du président Paul Biya ?» Bon, je ne sais pas si nous forçons. Pourquoi les mêmes gens aussi, si je veux m'amuser un peu avec elle, hein, pourquoi on va aussi nous imposer la casquette de panafricaniste pour M. Kamto? On va jouer leur jeu, puisque les gens font semblant de ne pas écouter. J'ai envie de tout simplement me retrouver par la question. Hein. Je suis en train de trouver son nom. Elle s'appelle qui? Isabelle Caroline. Voilà, Madame Isabelle Caroline. Donc, je vous retourne à votre question. Pourquoi, merci, pourquoi vous voulez à tout prix attribuer à M. Kamto la casquette de panafricaniste? Si ce n'est pas vous, d'autres. Oui, je me suis déjà retrouvé. Bon, ça c'était la première forme de réponse. Hein. Mais comme j'ai du respect pour nos internautes, je vais essayer d'aller dans le fond des choses. Nous n'imposons pas une casquette de panafricaniste au président Biya. Vous dites ça parce que depuis 15 ans, vous ne nous suivez pas. Vous ne nous suivez pas. Et vous, à cause de ce fait, vous venez parler des questions que vous ne maîtrisez pas. Peu importe le bon cœur ou la volonté de contribuer, mais le panafricanisme est une démarche très exigeante. Il faut lire toute son histoire, en maîtriser les tenants et les aboutissants au plan stratégique, au plan tactique, au plan de son histoire, etc., des batailles panafricanistes, pour comprendre le positionnement d'un vrai panafricaniste. Les panafricanistes se mettent au-dessus même de la nature des régimes africains. Parce que notre perspective est historique. Elle est multimillénaire. Nous savons que l'Afrique n'est pas née à la faveur de la conférence de Berlin, bon sang. L'Afrique n'est pas née à la faveur des indépendances. L'Afrique, c'est le premier, c'est la mère de l'humanité, c'est le plus vieux continent au monde, etc. Lisez l'histoire de l'Afrique, vous voulez que vous en prendre à vos dirigeants actuels, faites de vous des petits enfants qui ne comprennent rien à la géopolitique et à l'histoire de l'Afrique. Donc nous, à partir de ce point de vue, nous avons dit dès le départ, par respect pour vous, madame, je vais encore expliquer, que les présidents sont ce qu'ils sont, à cause de l'histoire récente du continent. Si on prend pour référence les indépendances, qui ont été sanctionnées par une défaite à certains endroits, ou bien, de manière générale, une défaite des patriotes. On n'a pas gagné la bataille de l'indépendance, puisqu'on a tous eu des fausses indépendances. La France a réussi à imposer dans le continent des fausses indépendances. Les Anglais ont réussi à imposer partout de fausses indépendances. Donc, logiquement, on a comme dirigeants à la tête de nos pays des personnes qui sont les gestionnaires de la fausse indépendance. Ce n'est pas de leur faute fondamentalement s'ils sont là. C'est la défaite de tout un continent qui a permis leur accession à ce pouvoir. Un homme sage, qui a l'expérience, commence par tenir compte de ce paramètre. Deuxième, donc, conséquent, nous sommes dit que, bon, ok, si nous en prenons aux dirigeants à l'État, on ne fera même pas 2 jours de combat. Puisqu'on aura contre nous et les dirigeants, et la France, et l'Occident. Vous ne commencez pas une guerre en créant les conditions vous-même de votre défaite. Sinon, vous combattez alors pourquoi? Vous vous donnez le maximum de chances pour ne pas perdre, pour avancer. Dans cette logique, nous avons dit, les présidents qui vont faire le moindre effort, nous allons les adouber, les soutenir. Donc, c'est pour ça que nous avons appelé par l'africanisme les présidents Déby, tous ces présidents-là et consorts. Mais le président Paul Biya a fait plus que ça. Le président Biya a assumé pendant 15 ans la pression de la France et de l'Occident, lui demandant de fermer une chaîne et d'en finir avec les panafricanistes. Bon, madame, si vous trouvez que c'est rien, c'est votre droit, hein. Moi, je dois la connaissance à ce monsieur, parce que je sais les coups que d'autres nous ont donnés. Je connais le coup que l'ando-colonel camerounais nous donnait. L'ando-colonel voulait en finir avec nous.
j'ai vécu plusieurs fois comment le président Biya manœuvrait pour ne pas arriver à céder aux pressions de l'aile la plus réactionnaire de l'endocolona manipulée par la France. Vous voulez faire quelle politique, vous voulez faire quel discours en me demandant de ne pas être en mesure de dire cette vérité dans le monde et de donner à M. Biya les droits qu'il a à cause de ce comportement qu'il a eu. Vous ne connaissez pas la pression que Cameroun a subie à cause du combat par l'africanisme. Vous ne savez pas. Maintenant, si ma tête ne vous plaît pas, madame, mais pourquoi M. Gbagbo peut dire dans un livre que le président Biya c'est un vrai par l'africanisme? Il ne fait pas le bruit. C'est Gbagbo qui le dit. Vous allez aussi dire que Gbagbo est corrompu? Parce que moi je suis corrompu, M. Biya me donne l'argent, me donne les marchés. Il a donné aussi à M. Gbagbo. Arrêtez, c'est la haine. Vous haïssez quelqu'un et vous interdisez aux gens de dire ce qu'il a fait de bon ou de mauvais. Maintenant, l'autre dit ne veut pas dire que Paul Biya c'est un grand panafricaniste. Non, non. Je n'ai pas dit qu'il est un grand panafricaniste. J'ai dit qu'il est un panafricaniste au regard des actes qu'il pose. Le panafricanisme n'est pas le programme politique de M. Biya. Son projet politique, c'est le libéralisme communautaire. Là où l'autre projet, c'est le panafricanisme. Mais les actes qu'il pose montrent qu'il comprend ces enjeux-là. Et vous n'avez qu'à voir le système de partenariat du Cameroun. Regardez la guerre en Ukraine. On n'a pas dit quoi? Mais quelle était la position du Cameroun? Quand M. Macron vient au Cameroun pour demander au président de le soutenir l'Occident, du haut de son statut de doyen des chefs d'État, M. Biya lui a dit non. C'est France 24 qui le dit. C'est pas nous, France 24. Il faut quand même aller vous informer. Donc, il y a des actes par l'africanisme qui sont posés au Cameroun de la part du chef de l'État et nous devons soutenir ça. Et deuxièmement, enfin, notre soutien au président Biya vise simplement à nous opposer au plan de colonisation du Cameroun qui est en marche. Madame, je vous le dis, depuis au moins 30 ans. Et c'est un monsieur qui a refusé de renouveler les accords de coopération. Là où ailleurs d'autres ont signé. Vous n'avez pas dit plus. Donc, si ça ne vous suffit pas, madame, je vous laisse, vous êtes libre de continuer à haïr M. Biya et à dire que moi-même je suis incohérent. Voilà. Voilà pourquoi nous soutenons le président Biya et nous disons que, au regard même du comportement des opposants dans les pays africains, etc., que n'arrive même pas à faire le peu que M. Biya fait quand ils sont au pouvoir, la preuve. Regardez le Sénégal. Quand M. Sonko était dans l'opposition, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait de l'AES? Qu'est-ce qu'il disait des relations avec la France? Bon, depuis que l'on est au pouvoir, il est jeune. Il a seulement 10 ans. Il a 10 ans. Il est très jeune. Il a 10 ans. Paul Biya a 300 ans. Il a 10 ans. Il a pris quelle décision? La moindre décision qui a été prise au Sénégal dans le sens de faire bouger les choses, c'est quoi? C'est quoi? Bon, je parle de Sonko et des autres. Je ne vais pas vous parler des autres. Hein. Voilà. Donc, pour nous, le président Biya, il a posé des actes panafricanistes. Il se bat pour son pays et pour ça, il a notre soutien. Chaque fois qu'il posera des actes qui vont dans le bon sens, il aura notre soutien. Merci, Président. Ça a été très clair, vos explications. Nous allons embrayer avec Monsieur Gérard Alter. Il dit, Président Bandakani, nous voulons sincèrement vous entendre sur cette question du mandat impératif nul, qui consacre le mandat représentatif. Qu'il vous plaise, Président Bandakani, de nous édifier. Que se passe-t-il? Quelle est votre lecture? Est-ce une simple distraction ou y a-t-il quelque chose derrière? Oui, c'est une grosse distraction. Et en même temps, une stratégie pour tromper les naïfs et nous embarquer dans un boulevard de déstabilisation. Pourquoi? D'abord, ceux qui ont lancé ce débat, à savoir M. Kamto et sa mouvance, sont allés aux élections. Je crois en 2013, c'est pas quand, en 2013, c'était le même code électoral, avait la même disposition dans la constitution camerounaise concernant le mandat impératif qui était nul. Ça n'a posé aucun problème. C'est comme tu avais eu un député. Il avait eu des conseillers municipaux. Si. Voilà. Mais il n'y a jamais eu ce débat, pourquoi? Il n'y a jamais eu ce débat, pourquoi? Mais il avait des élus, il avait des élus. Et il allait à l'élection présidentielle 2018 sans aucun problème. Donc maintenant que lui-même a créé une situation où il n'a pas d'élus, la question est soulevée pour 2 ou 3 raisons stratégiques. D'abord, semer la confusion au sein de l'opinion, c'est important. Parce que les déstabilisateurs, ceux qui sont les agents de l'étranger, pêchent toujours en eau trouble. Ils pêchent toujours en eau trouble. Si l'on n'est pas troublé, ils ne peuvent pas pêcher. Donc, première condition pour pêcher, on doit troubler l'eau. Quoi de mieux pour troubler l'eau pour dire que
démontrer que le mandat impératif nul travaille contre ce pourquoi il a été institué, la nullité du mandat impératif. On vous dit que ça a été mis en place pour garantir l'indépendance du député. Voilà, contre toute sorte de pression. Je schématise. Hein. Voilà pourquoi du député et de l'élu. Qu'une fois qu'il est élu, il doit être indépendant, même de son parti politique. C'est ça le projet. Mais alors maintenant, l'interprétation qu'on a fait n'a rien à voir avec ça. C'est que bon, quelqu'un peut débaucher les élus d'un parti dans le cadre d'une élection qu'il a boycottée et dont il a dit aux uns aux autres de ne pas aller parce que si vous y allez, vous avez trahi. On ne sait pas quelle cause vous avez trahi. On ne sait pas si vous avez un pacte avec lui. Il dit que mais, tous ceux qui vont aller aux élections sont des traîtres. Et que le meilleur choix est de ne pas y aller. Bon, à la veille de l'élection présidentielle, il est coincé. Il oublie tout ce qu'il a dit. Il met de côté l'aléa morale qui est posée par sa situation et sa démarche. Il convoque donc pour effrayer les gens son statut de plus grand jury du ciel et de la terre pour créer un faux débat qui permet donc, de cristalliser toute l'opinion nationale sur la question de sa candidature. De mobiliser l'opinion et ses militants sur cette question-là, qui n'est pas son vrai but, mais surtout, donc, je l'ai dit, d'internationaliser la question de sa candidature à l'élection présidentielle. Dans le cadre d'un ordre qui lui a été donné par ses patrons, parce que ça va servir de prétexte à l'ingérence interne, à l'ingérence extérieure dans les affaires intérieures du pays. C'est cela qu'il s'agit. C'est tout, c'est cela qu'il s'agit. C'est une diversion. Un homme sérieux n'a pas, faut appeler le temps par rapport à ça. Le Cameroun a des instances qui sont en place qui vont trancher la question. On devrait de savoir si, une fois tranché, si c'est pas à sa faveur, est-ce qu'il va se soumettre? Puisqu'il dit qu'il est légaliste. C'est ça le débat. Pas le vrai débat. Le débat, c'est pas, parce qu'on fait comme ça au Cameroun, il y a des instances qui tranchent ça. On ne tranche pas ça à la télévision. C'est pas les juristes, aussi brillants qu'ils soient dans les plateaux qui vont trancher ça. C'est pas la position de M. Kamtoki qui tranche. C'est les instances dédiées, n'est-ce pas, à la gestion de telles questions qui vont trancher. Voilà. Le débat est celui-ci. Est-ce que les gens vont se soumettre aux décisions de ces instances-là, au cas où ça leur soit favorable ou pas? Voilà le vrai débat. Et ça explique, quand on pose la question comme ça, toute l'agitation qu'on est en train de voir. Parce que, moralement parlant, sur le plan de l'éthique et de la morale, comme a dit Madame Doki, ancien haut cadre du MSC, femme, la fille du peuple, à l'époque, maintenant elle est la fille du diable depuis qu'elle n'est plus avec eux, elle a dit que le MSC n'a pas vocation à nos élections. Parce que nous avons dit qu'il faut boycotter l'élection, c'est ce qu'elle a dit. Elle s'appelle être cohérente. À ce niveau, elle est au moins cohérente. Oh, ben les donneurs de leçons, ils font comme s'ils ne voient pas tout ça. Hein. C'est rien. Le débat, c'est que non, Sa Majesté le pape du droit va démontrer que non, vraiment, pas de contention, hein, la science juridique que personne n'a vu sur la terre, que non, la loi d'une chose est son contraire. C'est ça le problème. Mais pour terminer, le vrai débat est ailleurs. Moi, je suis contre, moi, Balakani, je suis contre la nullité du mandat impératif. Moi, je suis contre ça. Parce que pour moi, c'est dangereux. C'est dangereux. Dangereux pourquoi, président? Mais, vous ne pouvez pas, d'abord, la fameuse indépendance du député qu'on veut garantir, c'est par rapport à qui? Par rapport à quoi? Puisqu'il est indépendant de tout, sauf de la nation. Je répète. On dit qu'on veut garantir l'indépendance des députés contre la pression des lobbies, la pression de tous les groupes de pression, et même celui de son propre parti, au profit de la nation. Ça veut dire qu'il n'est pas indépendant. Donc s'il faut, en tant qu'indépendant, strict sensu, c'est qu'il doit être indépendant à l'égard de la pression de la nation. Or, la politique de la nation est définie du point de vue de la Constitution par M. Paul Biya, chef de l'État. Et ils sont chargés de je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Si, président. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on fait comme si il y a une cohérence au Cameroun entre l'État et la nation. Or, c'est faux. Il n'y a pas de cohérence au Cameroun, historiquement parlant, entre l'État et la nation. Parce qu'au Cameroun, l'État est néocolonial. Il est en conflit avec la trajectoire historique des Camerounais pour se constituer en nation. Bon, on se bat, on peut passer par le parti, on se bat, mais on n'est pas encore arrivé. Mais cette loi, quand on dit que, ok, il représente la nation, le député. Il ne représente pas les circonscriptions qui l'ont élu. Pour défendre les intérêts de la circonscription. Vous entendez? Parce que le gars qui va aux élections, il est présenté par une circonscription. Pourquoi on fait comme s'il y a un conflit entre la nation
la circonscription qui élit le député. Si c'est le député de Douala deuxième, parlons comme ça. Mais les gens n'ont pas élu pour défendre les intérêts du Nord. Ils m'ont élu pour défendre les intérêts d'abord de Douala deuxième. C'est ce que dit la loi. C'est le sens de l'élection. C'est ça que tout le monde élu. Maintenant, au Parlement, par un ensemble de mécanismes, on peut avoir ce qu'on appelle, on peut gérer les intérêts supérieurs de l'État, mais de manière fondamentale, c'est pas ça. Ceux qui m'envoient au Parlement, c'est les gens de Douala deuxième. Deuxièmement, une fois qu'on dit que je représente la nation et que la politique de la nation est définie par le président, il peut arriver que, au niveau de notre parti, de notre idéologie politique, on soit en désaccord avec les décisions que prend le chef de l'État. Parce que ne pensez pas que toujours que les décisions que prend l'État, c'est pour l'intérêt des populations ou c'est de la nation. Souvent, l'État prend des décisions pour l'intérêt de l'État. Si. Alors que l'intérêt de l'État, en ce moment-là, peut être en contradiction avec l'intérêt de la population et de la nation. Est-ce qu'un député qui se lève pour dire que c'est ça, il se met d'accord avec ça, il viole la nullité du mandat impératif? Donc, je suis contre ça. Mais vous voyez que c'est un débat tellement profond que les gens ne veulent pas aborder ça, hein, mais parce qu'on est dans l'opportunisme de la, que permettent les circonstances, on est prêt à raconter tout et n'importe quoi sur la question. Oui, Président Bandakani, on va retenir ça pour cet internaute. Nous allons prendre la question de Madame Reine Néanda. Elle dit, Monsieur Bandakani, arrêtez de critiquer le professeur Maurice Kamto. L'élection présidentielle est programmée pour octobre prochain. Préparez la campagne de votre parti politique. D'ailleurs, quel est votre programme politique, si vous en avez un, bien sûr? Bon, je ne sais pas d'ordre venant des personnes impolies. Elle s'appelle qui? Elle s'appelle Madame Reine Néanda. Madame Reine Néanda, vous voyez, aucun homme politique ne fait ce qu'il veut faire. On ne filtre pas les questions ici. Aucun homme politique ne fait ça. Et allez soumettre votre professeur à un pareil débat, s'il va te dire lui-même là. Donc, premièrement, si vous donnez les ordres, je ne les reçois pas. Parce que vous n'êtes pas qualifié pour m'en donner. Deuxièmement, je n'ai pas de programme à vous présenter. Parce que je n'ai pas envie de vous comme militant, tout militant. Et d'abord, je vous dis d'avance, ne me votez même pas un jour si je suis candidat. Puisque, apparemment, vous en faites une affaire personnelle. Donc, l'outrance qui est dans votre propos, votre démarche, m'amène à vous dire que, si vous prenez une telle posture d'outrance, moi, vous ne présentez rien, je vous écarte, je vous oublie. Vous n'êtes rien. Donc, calmez-vous d'abord à ce niveau-là. Hein. Maintenant, par politesse, je vais vous dire quelque chose. Maintenant, par politesse. Je n'ai pas de programme politique à présenter au Camerounais. Je vais présenter un programme de libération, madame. C'est pas la même chose. Le jour où vous allez apprendre la différence qu'il y a entre un programme politique classique et un programme de libération, venez poser votre question, je vous répondrai. C'est fort, ça. Non, il faut que les gens apprennent. On n'est pas dans le jeu. Je n'ai pas à présenter au Camerounais un programme politique. Parce qu'un programme politique, c'est un catalogue qu'on ramasse partout. Vous payez vos écrits un programme politique. Moi, je travaille pour un projet de libération que je décline depuis 15 ans, dans mes sorties depuis 15 ans. Donc, votre professeur Kamto, si vous l'adorez, ben, continuez à l'adorer. Ne m'interdisez pas de le critiquer parce que vous me critiquez. Je ne vous ai pas interdit de le faire. Les partisans de M. Kamto critiquent qui veut. C'est normal, c'est le jeu. Ne venez pas gronder les gens. Là où on ne pouvait même pas gronder en plus. Merci, Président, à la question. Vous avez vraiment répondu, même nous, ça nous a laissé perplexes sur le plateau. Nous allons continuer avec Monsieur Estere Gakou. Monsieur Tere Bakou. Il dit, Monsieur Bandakani, on peut aussi vous accuser de vouloir déstabiliser l'opposition forte. Sinon, pourquoi vous vous acharnez sur ceux qui lèvent la tête contre le régime en les accusant sans preuve de rouler pour la France, sans pour autant apporter des éléments de preuve incontestables? Certains soutiennent que vous roulez en douce pour le RDPC. Il y a des faits dans ce sens qui vous incriminent. Tout le monde n'est pas manipulable, grand frère. Ce qui est criard, c'est que vous ne faites pas mieux, mais vous ne vous gênez pas pour essayer de saboter le travail des autres. Les Camerounais veulent du concret. Vraisemblablement, c'est vous qui faites le jeu de la France en accord avec la célèbre formule du diviser pour mieux régner. Dans votre logique politique, il faut à tout prix et à tous les prix discréditer les principaux, sinon le principal challenger du vieux Paul Biya pour maintenir le statu quo politique au Cameroun. Que pouvez-vous dire de cette allégation au président Bandakani? D'abord,
Bon, il faut apprendre ses opinions pour de la science. Et deuxièmement, une opinion n'est pas toujours quelque chose de sensé. Surtout quand elle vient d'un partisan qui refuse de prendre du recul pour analyser ce qu'il dit. D'abord, saboter l'opposition. Mon cher Théé Bakou, je ne suis membre d'aucune des coalitions de l'opposition depuis que vous avez commencé vos agitations pour la présidentielle. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne suis pas dans vos affaires. Et toutes ces coalitions ont cherché à m'embarquer. J'ai décliné leurs offres. Bon, par quel moyen je vais donc les saboter? Un. Deuxièmement, donc ça veut dire que ma tasse de thé, ce n'est pas l'opposition telle que vous la concevez. Parce que si on commence à développer la diversité du champ oppositionnel au Cameroun, c'est pas à votre niveau. Quand vous entendez, c'est pas à votre niveau. Vous n'allez pas comprendre. Donc je vous laisse croire à vos bêtises là. Maintenant, en termes de division de l'opposition, vous dites que on incrimine M. Kamto sans les preuves. Ça veut dire que vous n'écoutez pas les gens. Et si vous n'écoutez pas, continuez à ne pas écouter. Je vous ferai même pas l'honneur de vous répéter les preuves. Si vous suivez l'émission, vous avez suivi les preuves. Les preuves sont là. Et Kamto donne tellement les preuves par la médiocrité de sa démarche qu'on n'a pas des efforts à faire. C'est-à-dire, le meilleur agent anti-Kamto, c'est Kamto lui-même. Il n'y a même pas d'efforts à faire à ce niveau. C'est toi qui es aveugle si tu ne vois pas ce qu'il laisse derrière quand il marche. C'est comme la question de l'unité foncière. Il a sorti ce mot durant son meeting, croyant qu'il va faire comme il fait d'habitude, manipuler les gens. Il faisait plaisir à la France, et à l'endroit colonial local, parce que tous ceux qui ont volé les terres au Cameroun, c'est-à-dire que sont les défenseurs intransigeants de la question de l'unité foncière, d'après M. Kamto. Alors, quand il sent que ça, il a fait gaffe, il envoie ses pions habituels, ou bien les faux profils, donc, qui lui-même manipule dans les réseaux sociaux, pour dire que non, il voulait parler de l'unité foncière du pays. Les spécialistes montrent que, les spécialistes sortent là, mon cher ami. Ils montrent que non, arrête ton jeu, professeur. Nous aussi, on est les professeurs. La question de l'unité foncière, c'est une question et c'est une formule consacrée dans la science, je le dis qu'en la matière. Donc, toi qui es un professeur de haut niveau, tu sais que tu ne peux pas faire la confusion. C'est clair. Tu ne peux pas faire la confusion. C'est comme le concept d'unité forestière. Donc, il faut que tu dois t'expliquer sur la question. Et présenter les excuses logiques. Parce que tu parlais devant un public spécifique. Et au niveau de la rigueur méthodologique, qui est censée être la chose la mieux partagée, c'est chez les universitaires, au niveau de M. Kamto, c'était pas une erreur qu'il faisait. Donc oui, je convoque ce genre de jeu pour montrer comment quelqu'un est dangereux et ruse avec les gens. Et il y a des gens comme ça, des gens qui sont là pour amplifier sa manipulation en croyant qu'ils impressionnent les gens. La division de l'opposition, c'est monsieur, c'est de convoquer les gens à votre congrès. Ils sont assis. Sans leur avoir prévenu. Vous venez dire que c'est vous le candidat de l'opposition. Par la voix de monsieur Nietzsche. Monsieur, c'est pas moi qui ai fait ça. Monsieur Kamto qui a fait ça dans son congrès. Diviser les, vous parlez de quoi? Vous êtes tellement aveuglé par votre fanatisme que vous ne pouvez pas réfléchir. Nous, on va vous obliger à réfléchir, vous pas. Et ça vous dépasse, allez vous cacher dans votre trou. Vous voyez quelqu'un invite les gens dans son congrès lui-même. Il sait qu'au Cameroun, il faudra réunir l'opposition, ou bien faire un consensus autour de certaines figures de l'opposition. Il les invite à son congrès, et il fait, par M. Nietzsche, il déclare que d'office, c'est moi le candidat de l'opposition. Est-ce que moi j'étais à son congrès? Diviser l'opposition, c'est arrivé, c'est démissionner du gouvernement, et vous dire que vous êtes le meilleur opposant qui existe depuis la nuit des temps, alors que vous avez passé 7 ans au gouvernement. C'est ça la division. Diviser l'opposition, c'est aller arracher les élus d'un autre parti, en plein jour, et faire de tes élus dans une élection que tu as boycottée. Monsieur, il s'appelle qui ce monsieur? Monsieur Théé Bakou. Va te cacher. Je dis que va te cacher. Tu es bête, tu refuses de réfléchir. Je dis que tu es bête. C'est incroyable. Et tu viens d'entendre parler au fond parce que on vous a ouvert le plateau. Moi, je veux les gens réfléchir. Tu m'accuses ce que vous faites.
Moi, j'ai même fait ça. Puisque je me suis retiré de fait de tous vos conclaves. Je ne suis pas dedans. Je me suis retiré de ça. Tu m'accuses de quoi? Ton chef politique est le diviseur national par excellence. Il est né pour diviser. Partout il passe, il sème le désordre et le chaos. C'est son travail. Maintenant, il a divisé les dégénérés camerounais. Il les a divisés. Si tu es bête, ici c'est au haut niveau. Va te cacher dans votre trou là. Donc c'est comme le qui divise. C'est lui qui divise. Il a fait pareil à Paris. Puisque, qu'allait dire M. Aboyono à Paris? Pourquoi le groupe de Douala éclate? Pourquoi il éclate? Mais parce que justement, on a fait jouer à M. Aboyono, le même qu'on a fait jouer à M. Nietzsche durant le congrès du parti. Et moi, je connais comme tout. C'est son travail là-bas, il n'a pas d'autre travail. Je le connais, c'est son travail. Donc, monsieur, arrêtez d'accuser les gens inutilement. Vous me demandez de faire mieux, mais vous êtes vraiment malade, il faut vous soigner. Hein. Vous demandez à celui qui a changé l'Afrique de faire mieux. J'ai 15 ans d'avance sur ton leader, parce que ça lui a pris 15 ans pour comprendre les méandres de l'actualité panafricaniste. 15 ans. Il vient maintenant découvrir ce que nous avons fait depuis 15 ans. Vous parlez à celui qui a... C'est incontestable, monsieur. Alors, si ça ne servait à rien, pourquoi maintenant vous surfez là-dessus? Président Bandakani, nous allons prendre la question de cet internaute. Il dit, Président Bandakani, vous dénoncez dans votre pays les tentatives de coup d'État contre le régime néocolonial du président Paul Biya, mais vous applaudissez les coups d'État au Mali, au Niger et au Burkina Faso. N'est-ce pas là la preuve, s'il en était encore besoin, que vous êtes incohérent? Il s'appelle qui? C'est un anonyme, il n'a pas laissé son nom. Bon. Si vous posez des questions poliment, je réponds poliment. Vous posez des questions avec arrogance, alors que vous êtes bête, je vous réponds que vous êtes bête. Alors, je vais descendre à votre niveau comme ça. Si vous ne parlez pas des sujets qui ne sont pas de votre niveau. Est-ce que c'est pas un peu fort, président? C'est pas fort. Vous savez la tolérance que l'on a mis dans ce plateau. Mais c'est comme certains pensent que comme c'est, peut venir faire tout et n'importe quoi. Quand vous posez une question, on prend le temps de se renseigner. Alors, j'ai déjà encouragé les coups d'État ou au Mali ou au Niger. Il sait de quoi il parle. Mais ça, si toi tu appelles ça coup d'État, est-ce que Bandakani a appelé ça coup d'État? Pourquoi tu m'attribues tes fictions et tes maladies mentales? Pourquoi tu m'attribues ça? Il va réécouter ce que nous on dit. C'est la France qui appelle ça coup d'État, monsieur. Si tu es français, c'est ton problème. Nous on dit que ce sont des mouvements populaires militaro-populaires. Voilà comment on appelle ça. Ce sont des révolutions militaro-populaires. C'est toi qui appelle ça coup d'État. Donc, à partir de ce moment-là qui est incohérent, toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Et tu fais les gens d'incohérents. Quand on menace qui pèse sur le Cameroun, je voulais te rappeler que ton président Maurice Kamto, parce que on sent que tu es proche de M. Kamto. Ton président Kamto a fait même pire que moi. Maître Sim, vice-président du MRC, c'est ça, non? Le vice-président du MRC, Maître Sim. Nous sommes restés tranquilles, il est venu nous avertir, nous dire que on les avait approchés pour renverser le régime. Lui, il a porté le plan, il allait coller chez Bagaguéré, il dit que, grand-père, voici le plan qu'on veut le voir pour renverser le régime. Va dire à ton Paul Biya que nous, on n'est pas d'accord avec ça. Maître Sim, c'est public. Monsieur Kamto a confirmé ça, le président de ton parti a confirmé ça. Tu as vu Bandakani en train de marcher dans le bureau pour dire qu'il y a un coup d'État pour renverser Paul Biya? Deuxièmement, en tant qu'homme politique, je défends mon pays. Donc, comme tu le fais, c'est normal. Mais moi qui ne suis jamais, moi, j'ai jamais rencontré un officiel de ce régime pour parler que le pays a été menacé. Jamais. J'ai fait mon travail, j'ai dénoncé à Mondo Vision, monsieur. Je parlais à tout le monde. Pas seulement la preuve que tu as suivi, non. C'est-à-dire que je parlais aussi à toi. Mais, Maître Sim et le président Kamto n'ont parlé à personne. Ils sont directement allés voir Bagaguéré pour dire que grand-père, voici le complot. Va dire à tonton que voici le plan qu'on fait contre lui. Bandakani a même fait ça. Moi, j'éduque les gens, je dénonce à Mondo Vision. Et comme tu dis que ce sont des faux coups d'État que je dénonce, tu as suivi le général Tchani? Bon, on se fâche souvent pour rien. C'est pas à ton niveau, hein. C'est compliqué pour vous. Mais va suivre le général Tchani. Alors, non. Est-ce que oui ou non, après, ce que nous avons annoncé s'est passé? Oui ou non?
Peut-être qu'il n'a pas eu l'information, président. Même s'il a l'information, il va faire parler, puisque nous sommes le bête. La bête à abattre, c'est le NMP et son président. Voilà. Donc, monsieur, il faut vous, l'incohérent, c'est pas le président Malakandi, c'est vous qui êtes incohérent parce que vos questions, même, vous posez des questions bizarres. Voilà, vous posez des questions bizarres. Monsieur le Président, nous allons continuer avec une autre question. Je ne sais pas si pour lui ça a paru bizarre. C'est Monsieur Ngandju Yannick. Il dit c'est pathétique pour un homme politique de compter sur la chance et Dieu pour arriver au pouvoir. Le Dieu là est où chaque fois que tu aboies. Chaque fois que tu dis vouloir chasser les Français du Cameroun et de l'Afrique pour aller ensuite t'aligner derrière le meilleur élève de la France. Le patriarche nonagénaire Paul Biya au pouvoir depuis 1982. Certains de tes ouailles sur les réseaux et en dehors ont tout fait pour nous faire croire que tu étais le maître de la géopolitique mondiale. En conclusion, est-ce toi le vrai Dieu? Bon, je ne sais pas de quel voix il parle. Il s'appelle qui? Monsieur Ngandju Yannick. Moi, j'ai jamais envoyé quelqu'un vous rencontrer pour vous convaincre, parce que rien que moi, de cela vous êtes. Vous dites que les ouailles sont, en tout cas, les ouailles ont agi de leur fait, hein. Moi, je n'envoie pas les gens chercher les gens. Bon, je comprends que vous ne connaissez pas comment nous fonctionnons, donc je vous ferai pas l'honneur de vous expliquer comment nous fonctionnons. Mais moi, je ne cherche pas les gens. Et je vous chercherai jamais vous. D'abord, ça doit être clair. Premièrement, on ne cherche pas à chasser la France, on a chassé la France. Mon Dieu a chassé la France. Parce que la France dit qu'on l'a chassé. Toi, tu sors de pour dire qu'on l'a pas chassé. Toi, tu parles au nom de la France. La France a dit qu'on l'a chassé de l'Afrique. Toi, tu es écrit pour dire qu'on l'a pas chassé. Voilà ce que mon Dieu a fait. J'ai dit qu'aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Le Cameroun est debout malgré tout ce que vous faites. C'est ce que mon Dieu fait. Bon, pour le reste, tu dis que on est où quand on aboie. Notre Dieu est où? Évidemment que, comme tu cherches à voir Dieu, en refusant de voir les œuvres qui plaident dans la faveur de Dieu, tu es comme tu es. Parce que toute l'Afrique aujourd'hui, tu es un des rares. Le monde entier voit les œuvres de Dieu en Afrique, sauf toi. Donc, je vais faire comment? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas aller me suicider si tu considères que je suis fou ou bien que toi tu ne vois pas les œuvres de Dieu. D'abord, je n'ai même pas vu que tu les vois parce que nous ne cherchons pas à te convaincre. Voilà, maintenant, on ne vient pas faire c'est pas un défi. Dieu, c'est pas un défi comme ça. Qui vivra verra. Depuis 15 ans, j'ai convoqué le vrai Dieu dans tout ce que nous faisons. Et les œuvres sont visibles. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Les boiteux se lèvent et marchent. C'est un fait tellement, les faits sont tellement grands et gros que tous ceux qui nous insultent aujourd'hui deviennent panafricanistes. Maintenant, le diable peut refuser de voir les œuvres de Dieu. On comprend pas que le diable magnifie les œuvres de Dieu. Alors vous me demandez si je suis le vrai Dieu. Vous êtes le vrai diable, vous? Dans ce cas, le vrai diable demande au vrai Dieu de se présenter comme tel. Vous me demandez de dire que, êtes-moi le vrai Dieu. Vous êtes le vrai diable, vous, puisque vous refusez de voir et d'admettre ce que tout le monde voit. Ce que tout le monde voit, monsieur. Il y a quelques années dans ce continent, qui pouvait parler à la France? Vous parlez seulement de la France. Qui pouvait oser soulever les questions qu'on a soulevées? Depuis plus de 1000 ans, aucun pays africain n'a volé au secours de notre pays. Ça s'est fait, c'est l'AES. Depuis combien d'années on a osé faire partie une banque militaire étrangère du continent africain? Qui pouvait oser soulever ces questions et vivre? Hier, ça se soldait par l'assassinat des chefs d'État qui osaient soulever la question. C'est les Français eux-mêmes qui le disent. Mais monsieur, depuis bientôt 4 ans, les États de l'AES sont debout, malgré tous les coups que ton patron, la France, fait contre eux. Monsieur le Président, nous espérons que... C'est pour ça, je termine. Le diable peut me demander si je suis le vrai Dieu. Moi, je demande au diable si c'est le vrai diable. Voilà. Oui, Président, nous avons fermé le chapitre du Cameroun. Nous allons aller hors du Cameroun, c'est-à-dire au Tchad,
Récemment, sur nos plateformes numériques, vous avez fait une sortie sur la situation tchadienne avec l'arrestation de Monsieur Succès Masra. Et un internaute s'est interrogé. Nous allons lire ici sa préoccupation. Il dit, Président Bandakani, nous préférons le mercenaire Succès Masra plutôt que d'être réduit en esclavage dans son propre pays sous l'influence d'une communauté. C'est M. Succès Masra qui peut dire non à l'injustice face à ce groupuscule. Vous soutenez un régime qui assassine son peuple. Nous disons non. M. Succès Masra est l'éclaireur de la conscience de la jeunesse tchadienne. Quoi que vous disiez à son sujet, nous continuerons à le soutenir car nous connaissons la réalité de la situation tchadienne. Il s'agit de M. Salomon Malangola. Mon cher Salomon Malangola, votre éclaireur universel, le sauveur de votre communauté, est le premier ministre de l'assassin du peuple tchadien. Je répète, monsieur qui? Monsieur Salomon Malangola. Mon cher Salomon Malangola, laissez Bandakani tranquille. Votre messie, votre sauveur, l'éclaireur, comme tu l'appelles, a été premier ministre de l'assassin de votre communauté. On l'a pas forcé. Voilà ma réponse que je peux vous donner. Merci, Président. Je crois que nous tirons aussi au terme de cette édition, mais nous avons gardé cette dernière question. C'est une question qui concerne une dame, Madame Nathalie Kalende depuis le Canada. Ouais. Elle dit bonjour Président, compte tenu de l'importance stratégique extrême de la RDC en matière de ressources naturelles, sachant que Kagame est un sioniste et connaissant la manière dont le choc émotionnel est souvent utilisé pour détourner l'attention du public mondial des enjeux essentiels, peut-on se demander si le génocide à Gaza ne sert pas en partie à détourner les regards de celui bien plus ancien et massif qui se déroule en République démocratique du Congo. À Gaza, on parle de 54 000 morts en 2 ans. En RDC, c'est plus de 18 millions de morts en 30 ans, soit l'équivalent d'un gaz à chaque mois depuis 3 décennies. Quelle est votre appréciation face à cette... D'abord, je salue Madame Khaled particulièrement. Et c'est pourquoi. D'accord. Je la salue particulièrement. Beaucoup d'amitié, beaucoup d'émotions par rapport à sa question. Non, ce n'est pas... Je veux la surprendre. Hein. C'est pas ça. Le génocide à Gaza, c'est un autre programme. Mis en place par les mêmes, certes, mais c'est notre programme qui rentre dans le programme spécifique qu'est Israël et la mission historique et eschatologique d'Israël dans le monde, c'est que l'Occident l'a conçu. Pourquoi il dit que ce n'est pas ça? Parce que contrairement à ce que Khaled pense, ils peuvent gérer 4, 5 génocides, 8 génocides sans problème. Ça ne dit rien, au contraire. Ça ne dit rien. Le fait qu'on sache même qu'il y a génocide, ça ne dérange quoi. Netanyahu, quand vous le regardez là, depuis que les gens crient, ça lui fait quoi? C'est un humain qui a les émotions humaines. C'est un humain qui peut avoir de l'empathie pour d'autres humains. Ce sont des humains organisés en État ou en communauté politique ou en société civile qui peuvent avoir des émotions pour un être humain ou des humains qui meurent dans le cadre d'un génocide comme celui qui est dans les Grands Lacs que subit le peuple de la RDC. Mais Netanyahu n'est pas un humain. La communauté internationale n'est pas faite d'humains. Ils sont humains en apparence. Quand tu as compris ça, même si elles sont génocide, ça va pas les gêner. Ce qui va les arrêter, c'est quand ça va nuire à leurs intérêts. Là, ils vont réfléchir comment il faut génocider autrement, etc., prendre une pause dans le génocide, etc. Mais ils vivent grâce au génocide. Le génocide est le levier indispensable à leur vie, puisqu'il s'agit de faire couler le sang et de boire du sang. C'est cela qu'il s'agit. Donc je ne pense pas qu'ils veulent noyer le génocide qui est en RDC. Ils s'en fichent. Ils génocident en RDC depuis très longtemps. Vous avez raison, Kagame, c'est un sioniste noir. Là, il se prend pour Moïse. De par sa taille, il manque le bâton. Il se prend pour Moïse. Et vous connaissez tous les discours qu'il y a l'empire Hima Tutsi
légitime sa démarche par un discours qui fait en fait des Juifs, des Juifs d'Afrique, et que leur propre Sion, c'est l'est de la RDC. Donc, de ce point de vue, sont des sionistes, parce que leur Sion, c'est l'est de la RDC. Kagame a décrété que ça appartient au Rwanda historiquement, et que ce sont les Belges qui sont venus donner ça en RDC. Donc, vous avez raison, mais simplement, ne croyez pas que ces gens-là ont du cœur. Ils peuvent gérer 4, 5, 6 génocides quand c'est nécessaire. D'ailleurs, comment ont-ils conquis le monde? Ils ont conquis le monde par les génocides, les massacres et la colonisation. Les génocides et les massacres ont précédé la colonisation dans l'histoire de l'Occident. Président Bandakani, nous allons conclure cette émission, mais avant cela, nous allons rappeler une chose très importante que vous avez dite pendant cette émission qui va certainement satisfaire beaucoup de nos internautes. Vous avez indiqué que vous n'avez pas de programme politique à présenter aux Camerounais, mais plutôt un programme de libération. C'est clair. Nous voulons vous demander, est-ce que vous avez quelque chose en quelques secondes à ajouter à tout ce que vous avez dit pendant cette émission? Bon, une fois de plus, cette émission a rempli son contrat. Pas de filtre, j'ai dit pas de filtre aux questions. Et ils le voient eux-mêmes. On ne filtre pas. Mais il peut arriver que, au violent, je sois violent. Il peut arriver qu'au violent, je sois violent. Quand je constate que la personne qui pose la question est foncièrement de mauvaise foi, on peut lui répondre comme j'ai répondu à certains. Mais sinon, il n'y aura jamais de filtre dans cette émission. Et d'ailleurs, je vous ai souvent dit de prendre même plus les questions qui sont contre le NMP et son président que les questions qui sont en notre faveur, vous le savez. Continuez avec cet esprit. C'est le Cameroun qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'humanité qui gagne. Merci, Président Bandakani, d'avoir disposé de votre temps pour accorder cet honneur-là à nos multiples internautes. Nous espérons qu'ils ont été satisfaits, du moins ceux qui ont cherché à apprendre quelque chose de vos réponses. Merci vraiment. Merci à mon coéquipier, merci à l'équipe technique et une fois encore, merci à vous, Président. À nous revoir pour une prochaine édition de Président Bandakani face aux internautes.